Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur Télé 7. C'est donc votre émission Questions-Réponses, l'émission qui vous propose la participation de vos compatriotes de la diaspora dans le débat politique. Nous essayons d'analyser l'actualité congolaise, une actualité qui est faite de la guerre, bien entendu, à l'est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond les pourparlers de Kampala qui ont commencé l'année passée et qui continuent cette année. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, on nous annonce que la délégation du M23 et celle du gouvernement congolais se retrouvent à Kampala. Mais avant ça également, au début de l'année, on a eu droit à deux discours de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, par rapport à cette guerre, qui appelle à la mobilisation générale. On annonce aussi, il me semble, un cadre d'échange des Congolais, de tous les Congolais, pour mobiliser tout le monde, ou pour la cohésion nationale. Je pense que c'est ça le terme qui a été utilisé. Et je ne pourrais pas quand même passer outre certaines habitudes de vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année qui vient de commencer. Je présente les mêmes vœux à tous mes invités. Il s'agit donc de Jean-Jacques Wondo Omaniundu. Il est donc... je ne sais pas comment je vais vous présenter, militaire, je ne sais pas, ou scientifique et tout, je ne sais pas, parce que vous venez d'écrire, ou il vient d'écrire un livre très intéressant sur l'armée congolaise. Bon, je le présente quand même comme en tant qu'analyste politique et ancien de l'école royale militaire. Alors, monsieur Jean-Jacques Wondo Omaniundu, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien Koussonika. Merci, monsieur Jean-Jacques Wondo. Alors, je suis avec monsieur Laurent Moutambaye. Laurent Moutambaye est juriste et Laurent Moutambaye est également très, très actif dans la diaspora congolaise. Meilleurs vœux et bonjour, Laurent. Meilleurs vœux à toi également, Fabien, et à tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Et merci de m'avoir associé à cette émission. Merci Laurent. Alors, vous le reconnaissez déjà, Henri Kamandenzouzi, c'est mon consultant en relations internationales par rapport à cette émission, quelqu'un qui nous amène en tout cas beaucoup d'informations, qui nous rappelle beaucoup de dates, qui nous appelle aussi beaucoup de choses en ce qui concerne l'évolution politique de la République démocratique du Congo. Meilleurs vœux, Henri. Meilleurs vœux, Fabien. Alors, je le disais tout à l'heure, comme d'habitude, c'est un échange. Je pose peut-être des questions, j'essaye un peu de relancer, mais vous sortez vos matières à vous. Mais ce qui a marqué l'année 2010, on ne va pas passer, on ne fait pas une émission rétrospective, mais ça nous permet au moins d'entrer en matière, c'est l'évolution fulgurante du M23 et la prise de la ville de Goma. Je pense, si vous posez la question à tout Congolais, c'est ça ce qui a étonné. Alors, comment l'avez-vous vécu ici dans la diaspora? Je commence par vous qui êtes de l'école royale militaire. Est-ce que dans une situation normale, une rébellion peut avoir une telle ascension directement et puis prendre une ville aussi stratégique dans un pays normal? Tout dépend de ce que vous appelez situation normale. Dans une situation normale, si nous avons une armée, ce qui se passe à Goma ne serait jamais passé. Mais j'ai eu l'occasion d'expliquer dans d'autres médias que ça fait des années que nous n'avons plus cette armée, que l'urgence est de mettre sur pied cette armée. Parfois c'était des prédications dans le désert, et aujourd'hui on dit voilà, on récolte ce qu'on a sémé. Mais vous finalement, parce que vous êtes analyste politique, en même temps vous êtes militaire ou ancien militaire, je ne sais pas. D'aucuns ont estimé que logiquement 1000 personnes, même si l'armée congolaise, comme on le dit, est en décomposition, 1000 personnes annoncées au M23 ne pouvaient pas mettre en déroute l'armée congolaise sans soutien. Vous croyez également, vous, à ces soutiens? Les soutiens étaient là, mais on a cette tendance de projeter sur l'autre les responsabilités qui auraient dû être les nôtres pour dire que si nous avons perdu, c'est parce qu'il y a eu soutien. Mais ne pas perdre de vue que les FARDC, c'est plus de 150 000 personnes avec des moyens. Ceux qui étaient en face de nous, ils n'étaient pas plus de 30 000 personnes. Ok, on reviendra pour voir un peu avec vous ce qui n'a pas fonctionné. Alors, monsieur Laurent Moutambaye, vous, comment vous avez vécu en fait cette situation? Parce que, comme je l'ai dit, c'est pratiquement le moment le plus triste des Congolais, surtout la diaspora en 2013, en 2012 plutôt. En 2012, c'est vrai, Fabien, mais
l'événement M23 et la chute de la ville de Goma a trouvé un terrain favorable sur un fond de crise de légitimité qui entache les institutions issues des élections, parce que c'est aussi un point essentiel. On se rendra même compte que le M23 l'intègre dans son discours, qui dans sa démarche politique essaie de nationaliser son discours de manière à élargir le champ des sympathisants au sein et de la classe politique congolaise et des militants et militantes congolaises. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est toujours non résolu à ce jour, c'est la crise de légitimité des institutions issues des élections 2011. À cela s'est ajouté le phénomène M23 avec la chute de Goma. Le M23 n'est pas quand même la conséquence de la crise de légitimité. Parce que dans leur demande, vous l'avez dit vous-même, ils intègrent ces phénomènes, mais en réalité, ils sont partis sur d'autres considérations. Je vous le concède, mais on se rendra aussi compte que le M23 analyse la situation sur terrain et voit qu'il y a un problème, il y a une fragilité institutionnelle, il y a une crise de confiance dans les animateurs des institutions. Alors, ils ont jugé opportun d'exploiter cette ambiance et surtout ce moment-là pour lancer leur offensive. C'est vrai que la démarche du M23 n'a au sens strict rien à voir avec la crise de légitimité, mais il est difficile de dissocier ces différents éléments quand on passe en revue l'année 2012, parce qu'il y a eu tous les remous provoqués par les élections 2011, les irrégularités, les fraudes, la victoire contestée du président de la République, l'assignation à résidence surveillée de fait du président Tshisekedi et le redémarrage timide des institutions de la République, un fonctionnement plus ou moins bancal des institutions, et il y a sur fond d'instabilité, d'insécurité et pour les hommes d'affaires et pour une insécurité judiciaire, institutionnelle, et tout cela caractérisé la crise de l'armée. On a le M23. Cela ne peut pas surprendre dans un tel contexte. Pour rejoindre un peu ce que vient de dire mon prédécesseur, il y a un sérieux problème chez nous en ce qui concerne l'armée, la gestion de l'armée, la gestion des services de renseignement. Peut-on expliquer une ascension fulgurante du phénomène M23? Oui et non, parce que quand on voit pour connaître une telle ascension fulgurante, il faut avoir une assise, il faut avoir des relais au niveau national, des bases arrières notamment. Local. Et ces relais, c'est en termes d'individus, c'est en termes d'infrastructures, c'est en termes d'institutions. On a vu à un moment donné que les forces, que je dirais loyalistes, pour ne pas citer les FARDC, prendre un peu le dessus de la situation. Mais très vite, la situation a été renversée. Et comment l'expliquer? C'est des points d'interrogation, mais on n'est pas dupe, on comprend d'où ça part. Alors, M. Kamandé, on a senti dans la diaspora un sentiment mélangé de colère, de tristesse, d'impuissance même, je pense, c'est les sentiments qui a dominé, c'était l'impuissance face à ce qui se passait à Goma. Finalement, vous, comment cela a été vécu, surtout aussi l'explication que cela donne au niveau de vous qui êtes un peu dans certains sérails? Ce que je peux d'emblée vous dire, c'est que pour moi, le plus marquant, au-delà de la chute de la ville de Goma et de l'ascension fulgurante du M23, ça a été le déni obsessionnel et compulsif de la réalité dans lequel s'est enfermé le gouvernement congolais et son chef de l'État. Il y avait des signes avant-coureurs, et il y avait aussi un certain nombre d'éléments d'appréciation qui auraient pu permettre aux autorités congolaises d'anticiper sur ce qui allait se passer. D'abord parce que nous savions dès le départ, à la lumière du premier rapport intérimaire du groupe des experts onusiens, qu'il y avait une application extérieure et que la diplomatie n'a pas saisi cette opportunité pour précisément se donner les moyens de pouvoir marginaliser ou à tout le moins isoler diplomatiquement un pays qui n'a eu de cesse depuis l'ascension du M23 de pouvoir donner à ce mouvement rebelle les moyens de pouvoir congoliser son action, au point même qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe à Kampala, on a quand même le sentiment, et c'est ça qui me paraît quand même assez surprenant, que finalement le Rwanda et l'Ouganda sont d'une certaine manière exonérés de toute responsabilité dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Et je crois que cette responsabilité écrasante repose d'abord et avant tout sur Joseph Kabila et le gouvernement, qui ne peuvent pas aujourd'hui faire semblant
en découvrant subitement un déficit en termes de cohésion nationale et qui s'empresse aujourd'hui de demander que les Congolais passent en pertes et profits les raisons véritables de ce qui se passe à l'Est, en essayant de décréter comme ça une union sacrée face à un péril qui menace la nation. Mais la cohésion nationale en question, parlons-en, parce que c'est pratiquement, on dirait qu'elle apparaît comme étant la stratégie pour le moment pour gagner ou vaincre la guerre, au lieu peut-être de pouvoir renforcer l'armée. Comment vous la voyez, vous êtes des forces vives de la diaspora, la cohésion nationale, comment vous la voyez? Des pourparlers, vous y serez? Est-ce que si on vous le demandait, serez-vous partant plutôt pour disons, pour le cadre d'échange en question? On ne connaît même pas encore le nom, M. Moutambaye. Cohésion nationale, comme vous le dites, moi le regard que je porte sur la situation est le suivant, c'est qu'on a un président, le président Joseph Kabila, pas du tout élu ou mal réélu, qui est confronté à un sérieux problème de légitimité, qui saisit la balle au bon. Il y a une telle situation, il la tire à son profit pour s'assurer un certain soutien des masses populaires. Bon, le pays est en péril et il nous faut nous soutenir mutuellement, il nous faut être ensemble pour faire tenir tête à l'assaillant, pour tenir tête à l'ennemi. Bon, la question, si l'occasion est offerte, la diaspora veut être là ou pas, et dans quelles conditions? Il faut voir, il faut sérieusement discuter sur l'opportunité même des négociations. On parle de négociations, c'est négociations entre qui et pourquoi. Mais on dit bien, c'est entre Congolais. Négociations entre Congolais. Le cadre doit être défini. Le cahier des charges, les termes de référence doivent également être définis. Moi, à titre personnel, je ne tiens pas absolument à être présent à la table de négociation. C'est pour négocier quoi et pourquoi. Ce qui m'importe d'abord, c'est de voir le sens de ces négociations et les termes de référence. Seulement alors je pourrais me prononcer. Alors, M. Wondo, comment la cohésion nationale peut-elle efficace, par exemple, pour renforcer l'armée congolaise? Parce que je vous pose des questions par rapport à l'armée, parce que je pense que c'est dans le terrain dans lequel vous vous trouvez très bien. Pas nécessairement aussi bien dans le terrain politique aussi. Okay. Je voudrais rebondir sur ce que M. Kamandé a dit. On a parlé de la problème de la cohésion. Et souvent, on a l'impression que ce problème est né du fait du M23. Mais moi, je pense que dès le moment où on a touché à cette constitution, il faut voir la logique qui a poussé les Congolais après le dialogue. Je pense qu'il a fait partie des négociations à l'époque. 1+4, on a dit qu'il faut une constitution de telle sorte que le président qui serait élu soit élu au moins 50+1. Nous sommes dans un pays où l'équilibre géopolitique Est-Ouest est assez sensible. Et j'avais fait à l'époque une réflexion en disant qu'en modifiant le mode des scrutins, nous risquons d'avoir un président mal élu et ça pose dès le départ un problème de légitimité. Or, ce problème de légitimité entraîne automatiquement un problème de cohésion nationale parce que un président qui n'est pas élu, qui n'est élu que s'il est élu, on connaît les conditions dans lesquelles... Le micro. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Les élections sont déroulées. J'étais au devant de la scène avec mon ami Moutambaye. Mais dès le départ, ces problèmes, ça remonte en amont. Deuxième chose, je vais revenir, on a parlé de 2012 au discours de M. Kabila. Souvenez-vous, le 28 avril, j'en ai fait allusion à une émission tout à l'heure avec vous, la première partie. Il était il a fait une conférence de presse devant les journalistes. On lui a posé la question s'il y avait un problème de sécurité au Congo. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on parcourt les 11 provinces, je constate qu'à Kinshasa, ça va bien. La situation est calme au Bas-Congo. La situation est calme. Et il y a quelques poches ou un peu de sécurité au Nord Kivu. Sud Kivu, il y a eu quelques troubles, mais la situation était sous contrôle. Je dis bravo. Donc pour lui, tout va bien. Récemment, on vient avec un discours de cohésion pour dire que ça ne va pas. Mais moi, si je pars du discours qu'il a tenu le 28 juillet, je dis, mais la situation reste la même.
à Kinshasa. Mais d'aucuns vous répondront que vous êtes en train de faire reculer le bateau. Parce qu'on est devant presque un fait accompli. Non, un fait accompli. La cohésion voulue, est-ce que c'est une cohésion qui doit nous amener à vaincre la guerre ou une cohésion pour se maintenir au pouvoir et se donner une certaine légitimité? C'est là qu'il y a peut-être le piège. Mais maintenant, c'est ça justement la question. Vous, parce que vous êtes en train d'analyser la situation, seriez-vous partant pour ce cadre d'échange entre Congolais par rapport à cette cohésion nationale? Moi, je suis un pragmatique. Donc, je ne suis pas utopiste, je ne suis pas trop réaliste, mais j'aime faire l'alliage entre les deux. Je pense que là où il y a le dialogue, il faut y aller. Y aller ne veut pas dire accepter comme un mouton tout ce qu'on dit. Il faut aller écouter, mais s'il faut déterminer les modalités de dialogue, là, je partage en partie les préoccupations de Maître Moutambaï. Dans quel cadre? Qui va organiser ces dialogues? Est-ce que la personne qui va organiser les dialogues va être juge et partie? C'est là toute la problématique. Parler entre Congolais, où est le mal à ça? On l'encourage, il faut parler, on doit se parler. D'ailleurs, dans le pays dans lequel nous trouvons, si ce pays existe aujourd'hui parce qu'ils ont mis en place une culture de dialogue, sinon ce pays n'existerait pas. Alors, M. Kamandé, vous avez l'habitude de négociations, vous avez l'habitude de ces genres de rencontres. Il y a un doute, on ne sait pas quel format ça pourrait prendre. À votre avis, la cohésion nationale, pour qu'on y arrive, le président Kabila parle d'un cadre d'échange ou, je ne sais pas moi, entre Congolais. Selon vous, ça pourrait prendre quelle forme? Et quelle est la forme la plus idéale pour que nous puissions, une fois de plus ou une fois pour toutes, essayer un peu de régler ce problème, tout en ayant l'idée en tête que voilà, tous les Congolais, pour une fois, pensent la même chose? Alors, ce cadre de concertation nationale dont Joseph Kabila a parlé, en réalité, peut se faire de trois manières. Soit par consensus, soit par compromis, ou alors le passage en force. Alors, premier élément, le consensus. Cela présuppose qu'une commission ad hoc ou une commission préparatoire soit mise sur pied et soit composée à parts égales de représentants de toutes les composantes qui pourraient prendre part à ce cadre de concertation, donc à cette discussion au niveau national. Il faudrait que ce cadre de concertation, dans sa phase préparatoire, soit placé sous l'autorité d'une personnalité moralement irréprochable. Si l'oiseau rare ne peut pas être trouvé au niveau national, il faudra à ce moment-là peut-être se rabattre sur un facilitateur extérieur. Vous rejoignez là l'idée des opposants congolais, notamment Lisanga, qui a estimé qu'il faut... Je n'ai pas pris connaissance de la position de M. Lisanga, mais tout ce que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est que l'utilité de cette commission ad hoc serait d'une part de définir à la fois le format, les modalités d'organisation, la composition, bien évidemment, ainsi que le calendrier. Deuxième cas de figure, le compromis. Alors, probablement que certains vont hurler, mais sachez que cela suppose que l'on puisse éventuellement élargir un cadre de concertation préexistant à l'heure actuelle, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du cadre de Kampala, soit dit en passant, qui devrait en toute logique être délocalisé à Brazzaville, parce que comme vous le savez, depuis le 1er janvier, effectivement, Brazzaville a pris le relais de l'Ouganda. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, il y ait effectivement, alors peut-être dans l'esprit de Joseph Kabila, on ne sait jamais, et dans d'autres, d'élargir plutôt le cadre de Kampala aux composantes et aux forces vives, de manière à ce qu'on arrive à un format du type Pretoria. Donc, l'inconvénient évidemment ici, c'est que d'une part, nous avons la prime à l'impunité, puisque le M23 profiterait de cette rencontre intercongolaise à la fois pour se dédouaner d'une certaine manière de ce qu'il a fait et accéder aux institutions. Mais le second inconvénient majeur selon moi, c'est que ce cadre de concertation consacrerait définitivement, j'allais dire, le blanchiment du Rwanda et de l'Ouganda en tant que pays agresseur aux côtés du M23. Troisième cas de figure... on pourrait quand même aussi en parler. Bien entendu. Alors, à ce sujet... Ce qui est important ici, c'est que, et vraiment j'insiste sur ce point, la dimension extérieure, la dimension externe du conflit a pour l'instant été occultée.
Pourquoi? Parce que... Mais est-ce que, je ne vous coupe pas la parole, est-ce que vous ne trouvez pas que justement, si le panel est élargi à toutes les forces vives, on aura beaucoup plus de liberté à pouvoir parler du Rwanda, de l'Ouganda et de tous, alors que le gouvernement congolais seul, avec des négociations avec la M23, ne pourra pas le faire. Je suis d'accord avec vous. Simplement, il faudrait qu'à l'issue de cette concertation, les résolutions soient opposables au Rwanda, non seulement à tous, mais au Rwanda et à l'Ouganda. Ça suppose qu'après ce cadre de discussion, il y ait au niveau sous-régional une initiative, soit une tripartite, entre les trois pays concernés, Rwanda, Ouganda et RDC, ou alors dans le cadre de la CIRGL, mais on vous dit rencontre. C'est tout ce qu'ils ont toujours fait? Non, parce que ici, les Congolais n'avaient pas pris la peine de refaire leur unité avant d'aller à ce type de rendez-vous. Or, le cadre que pourrait offrir cet élargissement-là permettrait à la RDC de parler d'une seule voix, de traiter éventuellement les questions que le M23 met sur la table, en l'occurrence le non-respect de certains points de l'accord du 23 mars 2009, mais surtout pouvoir mettre sur Joseph Kabila une pression suffisamment forte et grande que pour contraindre par la suite l'Ouganda et le Rwanda de pouvoir participer à une tripartite pour régler les problèmes sécuritaires. Dernier élément, le passage en force. Pour moi, à titre personnel, c'est le scénario catastrophe. C'est que dans l'entendement de Joseph Kabila, la cohésion nationale soit tout simplement synonyme d'un gouvernement d'union nationale qu'il mettrait sur pied à ces conditions, court-circuitant bien évidemment à la fois la classe politique, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions à ce sujet parce que faire un tel gouvernement ça ne posera pas de problème de recruter dans l'opposition des gens qui seraient prêts à jouer le jeu. Et vu de l'extérieur, cela apparaîtrait comme la matérialisation de la volonté de Joseph Kabila de faire cette fameuse cohésion nationale. Le seul problème, c'est que dans un cas de figure comme celui-là, on n'aura fait que repousser les problèmes à plus tard, on aura consacré le statu quo et on aura permis, évidemment, au Rwanda et à l'Ouganda de préserver à la fois leur capacité de nuisance, maintenant que Joseph Kabila aura, de son côté, fait cette cohésion qu'il appelle de ses voeux, mais qui en réalité ne se décrète pas, mais se construit. Voilà, donc nous sommes dans votre émission Questions-Réponses, l'émission qui vous propose le débat sur l'actualité congolaise, beaucoup plus la participation des Congolais de la diaspora dans le débat politique en République démocratique du Congo. On vient de le dire, le débat s'est déplacé à Kampala pour le moment. Nous avons traité un peu de la cohésion nationale, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu les M23, avec tout ce qu'il a amené, et puis le gouvernement est en train de négocier avec les M23 à Kampala. Alors, je ne sais pas, vous êtes au fait de la question militaire, la question politique. Que pensez-vous pourrait sortir des négociations entre le gouvernement congolais et le M23? Quand on sait que pour le moment, apparemment, les positions sont, dans une certaine mesure, un peu diamétralement opposées. Mais cessez-le-feu d'abord, est-il vraiment important dans une telle circonstance? Mais il y a déjà un cessez-le-feu de fait sur le terrain. Actuellement, c'est plus ou moins calme relatif sur le théâtre d'opération au Nord Kivu. Donc, quand on décide qui est cessez-le-feu, pourquoi le décider dès lors qu'en face de vous, vous n'avez pas une armée capable de se battre malgré les effets. Et donc, vous pensez, comme beaucoup de personnes, que si les M23 insistent sur les cessez-le-feu, c'est une façon de consacrer qui sont belligérants au même titre que le gouvernement congolais, et par conséquent, garder les territoires qui sont sous leur contrôle. Effectivement, parce que ça confère un statut spécial au M23 de pouvoir traiter avec non seulement le gouvernement congolais, mais l'ensemble du Congo. Donc c'est le M23 qui sera une partie prenante à ces négociations, et en face de lui, il y aura toute la composante congolaise qui va venir négocier avec ce mouvement d'inspiration, ou que c'est un mouvement, comme l'a dit tout à l'heure Henri, d'inspiration étrangère. Et toutes les... Dites-vous que pendant un temps, j'ai fait les chroniques de cette guerre, parce que je ne peux pas le nier. Nous sommes en contact avec des officiers, certains qui sont à l'état-major au front. Tous les éléments de... Officiers du M23 ou officiers congolais du FARDC. Il y a une frange d'un FARDC qui voulait se battre sérieusement dans cette guerre, parce qu'on dit, on a tellement été humiliés que cette fois-ci, on voudrait quand même montrer qu'on est capable... Qu'est-ce qui a empêché alors? Qu'est-ce qui a empêché? Il y a eu des sorties, il y a eu des actions menées
FRDC avec la MONUSCO qui ont contraint, avant la chute de Goma, qui ont repoussé le M23 et le Rwandais à 60 km de Goma. Et c'est Kinshasa qui a décrété un cessez-le-feu unilatéral pendant que nous étions en position de force. Hein, on renversait vraiment la tendance. Et du jour au lendemain, on leur a dit de stopper. Qu'est-ce que vous voulez dire alors? C'est-à-dire que, beaucoup de gens le dénoncent de toute façon, qu'il y a chevauchement au niveau du commandement ou Effectivement, il y a un problème au niveau de la chaîne de commandement. Mais il y a des enjeux latents, il y a des choses qui paraissent bizarres pour certains, mais pour nous autres qui arpentons un peu les coulisses de l'armée, personnellement, je suis arrivé à la conviction qu'il y a quand même un cheval de Troie dans cette histoire. Parce qu'il y a eu une période, nous étions fait des réunions, on nous appelait, voilà, nous sommes avec la MONUSCO, nous préparons, il y a 2 hélicoptères qui vont sortir, il y a autant de militaires sur le terrain, et même on est parvenu avec nos unités de renseignement à capturer des Rwandais avec des plaquettes RDF, Rwanda Defense Force. Donc, quand le service de renseignement est capable d'avoir tous ces éléments de preuve, il travaille pour qui? Pour le gouvernement. Et on était convaincus qu'au niveau du gouvernement, ils avaient tous ces informations. Mais je faisais une publication et vous voyez, le lendemain, le ministre de l'Information qui dit on n'a aucune preuve. Ce n'est que quand l'ONU, la MONUSCO a menacé de dire voilà, je vais sortir le rapport démontrant qu'il y a la présence rwandaise, que vous voyez le même ministre 2 ou 48 heures qui disait une chose, qui change. Voilà. Ouais, ça, c'est quand même la marque déposée, apparemment, qu'on rencontre ces derniers temps en République démocratique du Congo. Alors, je reprends la même question. Vous avez également l'impression que finalement, le gouvernement qui négocie avec la M23, c'est comme bonnet blanc, blanc bonnet, finalement, il n'en sortira pas grand-chose? Tout à fait, je dirais clairement c'est un marché de dupes. Je crois que le discours que nous venons, les mots que nous venons d'entendre maintenant sont beaucoup plus éloquents. Quand il y a une ambiguïté totale dans la chaîne de commandement, dans la gestion, la maîtrise de l'information, quand les stratégies de combat et de riposte sont d'aucuns vous diront, mais quand même on sent une poigne du ministre congolais des Affaires étrangères vis-à-vis du M23 et on ne peut pas l'accuser de tout ça quand ils essayent un peu de faire ce qu'ils font, en tout cas pour le moment. Ministre des Affaires étrangères, évidemment, il travaille en tant qu'agent de l'État, mais je ne pense pas qu'il peut faire plus que ce qu'il est en train de faire maintenant. Ah, malheureusement. Okay. Ouais. Alors, Monsieur Kamandé, je vais venir vers vous. Kampala, finalement, pour quels résultats? Parce que beaucoup de gens sont en train de douter. S'il faudra qu'on ait une cohésion nationale, est-ce que vous pensez la même chose comme M. Wondo, que finalement on mettrait les M23 face à tout le monde, donc de l'autre côté du Congo? Mais là, je dirais, mais attends, les M23, lui aussi, se sent congolais et veut, il ratisse large, ils appellent tous les Congolais. Donc, dans ce cas-là, si on se retrouve demain dans un truc cohésion nationale, d'abord, c'est vrai que ça va légitimer les M23 comme force congolaise, alors qu'on l'a présenté, ou qu'on le présentait comme force étrangère au début. Et des deux, les M23 sera à côté de tous les Congolais, non pas face aux Congolais. Alors, si vous parlez de la légitimation du M23, permettez-moi de vous dire que le Conseil de sécurité de l'ONU s'en est chargé. Lorsqu'un mouvement rebelle, quel qu'il soit, fait l'objet de 2 voire 3 résolutions onusiennes, vous êtes reconnu comme un acteur de la vie internationale. Ok. La deuxième chose, c'est que vous avez suivi récemment, c'était le 1er janvier, c'était vraiment la première annonce de l'année, lorsque les Nations Unies ont décidé de condamner certaines personnalités du M23, ou à tout le moins de les sanctionner pour les empêcher de pouvoir voyager. Quelle meilleure démonstration que de reconnaître un tel mouvement. Permettez-moi cependant de vous dire la chose suivante. La différence fondamentale entre le processus de Kampala et de Lusaka, c'est qu'autour de la table, vous aviez à la fois les groupes rebelles et leur soutien. Ici, il n'en est rien. Nous avons uniquement le M23 et nous avons surtout un gouvernement congolais qui a accepté d'aller négocier dans la capitale d'un pays impliqué comme agresseur dans cette situation. Alors, un homme dont la femme se ferait violer et qui proposerait à sa femme d'aller faire la paix chez le violeur.
Écoutez, mais ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Oui. Il y en a qui vont vous répondre en disant que... Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils vont dire, ils vont dire, mais écoutez, Kampala, c'est le centre, que dis-je, c'est lui qui assure... La présidence de la CIRGL. Voilà. Très bien. Et il n'y a pas de... Donc, c'est prévu dans les statuts que c'est lui qui assure la présidence de cette organisation, assure également, par exemple, la police des débats en ce qui concerne des crises. Très bien. Alors... Est-ce que l'éthique diplomatique peut exiger aussi que Kampala se dise, voilà, mais ici, je me sens comme jugé parti, voilà, je préfère peut-être laisser la balle à quelqu'un d'autre, à un autre pays. La faute incombe à Kinshasa pour la raison suivante. À partir du moment où vous constatez une situation de guerre, de fait, vous avez plusieurs leviers diplomatiques qui vous permettent de manifester votre mauvaise humeur. La première de ces manifestations de mauvaise humeur, c'est le rappel en consultation de votre ambassadeur. Si vous ne le faites pas, comment voulez-vous qu'en face de vous, on vous prenne au sérieux? Premier élément. Nous parlions effectivement de l'application de l'Ouganda compte tenu du fait qu'il est cité dans plusieurs rapports. De la même manière, on pourrait s'interroger sur la capacité de Kinshasa à avoir pu, non pas anticiper l'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité, parce que ça c'était prévu depuis le 20 janvier 2012 par l'Union africaine, mais à partir du moment où entre-temps il y a eu le 28 juin au Conseil de sécurité le débat sur le premier rapport intérimaire du groupe des experts, Kinshasa aurait pu mettre sur la table le fait qu'il y avait un problème à accueillir au sein du Conseil de sécurité un pays nommément cité dans le rapport. Je reviens sur Kampala pour vous dire tout simplement qu'à l'heure actuelle, on ne peut effectivement pas en attendre grand-chose. La seule possibilité pour Kinshasa de sortir par le haut dans cette affaire, c'est de ne pas sortir du périmètre des discussions qu'il a lui-même délimitées, à savoir les points litigieux du fameux accord du 23 mars 2009. Le M23 aura beau reprendre à son compte les revendications à la fois de l'opposition en termes de droits de l'homme, de gouvernance, en termes même de rétablissement de la vérité des urnes, les Congolais ne sont pas dupes. Le seul intérêt, selon moi, pour Joseph Kabila de pouvoir initier un cadre de concertation au niveau national, ce serait précisément, parallèlement à ce qui se passe à Kampala, de pouvoir isoler le M23 sur toute une série de questions, toute une série de revendications que ce mouvement se plaît à lancer comme ça au visage de Kinshasa uniquement pour être accepté ou pour en tout cas crédibiliser sa démarche. À ce niveau-là, je crois qu'il faut être très clair. Et si j'ai parlé de compromis pour la fusion éventuelle d'un cadre de concertation au niveau, au niveau national et avec ce qui se passe à Kampala, là ce serait pour le coup accentuer la pression, on l'a dit autour de cette table, sur le M23, pour qu'ensuite, toutes les résolutions qui en découleraient seraient opposables aux deux pays agresseurs qui, à l'heure actuelle, ne participent pas aux discussions et ont tout le loisir de pouvoir s'exonérer de toute responsabilité dans la crise. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi à ce que les M23, de toute façon, c'est lui qui a la force pour le moment. Les accords avaient prévu qu'il puisse se retirer à 20 km de la ville de Goma. On nous dit qu'il est presque à 5 km, si ce n'est déjà dans la ville de Goma. Est-ce que le gouvernement congolais, M. Mutamba, ne se met pas dans une certaine mesure, dans une situation un peu inconfortable, qui ferait que finalement, il n'a rien à dire au M23, parce que du jour au lendemain, les M23 prendront la ville de Goma et finalement, rien ne sera fait. À cela, je peux simplement dire ceci, que le gouvernement pourrait encore avoir quelques cartes en main. Il a cité notamment une panoplie de mesures que le gouvernement aurait dû prendre de manière à isoler le M23. Vous dites aurait dû, mais il ne l'a pas pris. Alors, c'est à dénoncer, mais dans le cas de figure où le M23 s'imposerait sur terrain et contrôlerait des portions de notre territoire, le pouvoir officiel au Congo demeure le gouvernement. Là encore, le gouvernement peut par exemple faire appel à des troupes étrangères pour lui apporter une capacité qu'il n'a pas au niveau de l'armée, de manière à reconquérir les territoires qui seraient sous contrôle du M23. Donc en définitive, le dernier mot ne... Mais qu'est-ce qui ferait qu'il le fasse aujourd'hui alors qu'hier il ne l'a pas fait? Soit il est gouvernement et il veut assumer véritablement ce rôle jusqu'au bout, ou soit il ne l'est pas et tout le monde constatera alors son incapacité. Si je puis permettre, excusez-moi Fabien, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Mutamba, il faut savoir que le gouvernement dispose effectivement
un certain nombre de leviers qu'ils pourraient actionner. Je pense notamment au pacte d'assistance mutuelle que j'ai personnellement négocié en 99, qui lie la Namibie, le Zimbabwe, l'Angola et la RDC, et qui dispose notamment que si l'un des 4 pays signataires était confronté à une situation de crise de ce type, les autres pays s'engageaient à intervenir, même si cela devait se faire dans le cadre de la SADC. Deuxième instrument qui aurait pu être activé, la RDC, comme vous le savez, est à la fois membre de la CIRGL, de la SADC, mais également de la CEEAC. Il y a la FOMAC. Alors vous me direz, la FOMAC, c'est quoi? C'est 800 hommes pour l'instant. Mais on les voit au Tchad. Mais on les voit au Tchad, exactement. La RDC, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, c'est 150 hommes officiellement qui sont membres de cette force, mais il y a aussi, j'allais dire, en Centrafrique, mais il y a aussi au niveau, j'allais dire, bilatéral, les connivences personnelles entre chefs d'État qui peuvent inciter à actionner et à envoyer des troupes. Tout cela n'a pas été fait parce que, encore une fois, le gouvernement s'est dit que la MONUSCO allait intervenir. Je suis désolé de vous le dire, c'est ce qu'on appelle du déni de réalité. Alors, d'autre part aussi, il faut faire remarquer que quand on parle au gouvernement, moi ça me met dans un inconfort en mesure où on a parfois l'impression de mettre dans le même sac le gouvernement et M. Kabila. Et vous pouvez vous rendre compte que parfois il y a des signes de divergence au sein du gouvernement où si un membre du gouvernement essaie d'aller très loin, on se rend compte que sa position ne rencontre pas la position prise préalablement, par exemple, par Kabila. Quand Kabila décide tout seul, après la chute de Goma, d'aller à Kampala, il a consulté qui, il est allé avec qui, alors que dans ce genre de choses, vous avez un ministre de la Défense, vous avez ses affaires étrangères, on le voit seul, et en souriant en plus, alors que le pays venait de subir une grande défaite, parce qu'on a parlé de la ville stratégique de Goma, qui était même stratégique pour la présence de la MONUSCO. Il y a une logique, il y a une dynamique que je n'arrive pas à comprendre, même dans l'interaction entre le gouvernement et M. Kabila. Et il faut faire attention parce qu'on peut dire le gouvernement, mais que vaut ce gouvernement face à certaines décisions quand on voit les nominations? Voilà, tout le monde savait ce que faisait M. Amissi Tangofor, par exemple, là-bas. Surtout que la gestion de la guerre relève avant tout du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le gouvernement n'a pas son mot à dire dans cette affaire. Ce qui explique d'ailleurs que pendant plusieurs mois, le Parlement n'a pas pu organiser un débat. Plus large qu'on parle du gouvernement. Bien sûr, donc on voulait peut-être dire l'exécutif, hein, composer le président et le gouvernement. Mais il y a une répartition des rôles. Par rapport à la question qui concerne les accords, M. Kabila est allé en Angola. C'est pas pour demander le renfort des Angolais. Bon, maintenant, à votre avis, pourquoi cette oui, mais pourquoi depuis tout ce temps, pourquoi depuis tout ce temps, le Congo ne demande pas l'aide de ses voisins, comme on le dit, enfin disons, ça a été fait, de ses amis. Ça a été fait. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de contentieux qui opposent, ou en tout cas qui lient la RDC avec certains de ses voisins. Il appartient donc à la RDC et à ses voisins, si tant est qu'il y en ait, qui soit disposé à l'aider, de vider ces contentieux-là, tout simplement. Mais non, là, je ne comprends plus rien. Vous avez dit que le gouvernement congolais pouvait actionner certains leviers. Actionner certains leviers. Tout à fait, voilà. Au niveau multilatéral. Il l'a fait. Voilà. Non, je n'ai pas dit qu'il l'a fait. J'ai dit que le gouvernement peut actionner certains leviers parce que le pays est lié par un certain nombre d'accords avec certains pays. Oui, j'ai compris. Et je pose la question, pourquoi il ne l'a pas fait? Ah, excellente question. Alors, là, je viens de vous répondre qu'il y a, à mon sens, un certain nombre de contentieux qui opposent notre pays à certains de ses voisins et qui posent probablement problème. Peut-être que certains de ces pays... Il dit, ça ne sert à rien de demander... Alors, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même savoir une chose. Une des conséquences, alors c'est peut-être paradoxal ce que je veux dire, mais une des conséquences, évidemment, d'une intervention de ce type, c'est la régionalisation du conflit. Et je pense que, au-delà de l'opportunité d'utiliser ces leviers, il y a, dans l'analyse de la situation que peuvent faire certains de ces pays, le risque que le conflit, en s'internationalisant, n'apporte plus de problèmes qu'autre chose. Et donc, moralement, il était plus facile pour ces pays-là d'accepter plutôt l'idée d'une force internationale neutre regroupant tous ces pays-là,
de manière à ce qu'il puisse constituer, j'allais dire, l'ossature d'une force d'interposition entre les belligérants. Voilà, le temps nous est imparti file pratiquement à son terme, mais je vais quand même prendre votre point de vue sur un autre sujet d'actualité, hein, brièvement en tout cas, un peu anecdotique ou je sais pas moi, c'est la transfiguration de Roger Lumbala. Roger Lumbala qui était d'abord opposant politique à Kinshasa, qu'on a accusé d'être des connivences avec la M23, ce qu'il a nié lui-même. Il s'est réfugié en Belgique et puis Roger Lumbala qu'on retrouve à Kampala et puis du jour au lendemain, il y en a qui disent vice-président du M23 ou je sais pas moi, mais en tout cas une personnalité importante du M23. Lui-même, il dit il soutient, il ne fait pas partie du M23, mais soutient la démarche du M23. Quelle est la nuance et comment vous avez pu comment juger pratiquement un tel transfert politique, s'il faut, faut le dire ainsi. Ceux qui auront l'occasion de lire mon livre, je pense que je prédisais déjà ce qui allait se passer. Donc il y aurait eu à un certain moment, avec le discours tenu par le M23, certains politiciens qui mordent à l'hameçon. Donc le cas Roger Lumbala, je parle même de sa situation parce que n'oubliez pas qu'il est toujours général. Hein. À ce moment, dans mon livre, autoproclamé aussi. Hein, non, dans le cadre de la mise en commun des militaires, il fallait attribuer des grades et tout. Il peut toujours parfois brandir, je ne sais pas si c'est pas un grade actif actuellement, mais il est général. Hein. Général Roger Lumbala. Général Roger Lumbala, donc je vous rappelle. Donc, mais quelque part. Donc vous comprenez sa démarche dans une certaine mesure. Comprendre, mais pas être d'accord avec sa démarche. Comprendre parce que j'ai décrit ça, parce que ce sont des pièges dans lesquels on amène le Congolais avec des discours. Vous savez, en 1996, on est venu avec le discours de la libération du Zaïre. Et tous les Congolais disent « Tolembi Mobutu, ça c'est vraiment les vrais libérateurs et tout ». Mais aujourd'hui, on vient avec quel discours? On sait qu'il y a eu des problèmes aux élections, il y a eu des problèmes de la justice et tout. Et c'est que les gens oublient. Et comme il insiste, toutes les stratégies qui sont faites autour du M23 viennent de l'extérieur. C'est le Rwanda. Le Rwanda voudra toujours avoir le contrôle, si pas pour avoir. Et donc, en conclusion, Lumbala va jouer également le jeu du Rwanda. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a des ambitions personnelles, mais ces discours-là risquent de nous mener dans la même situation que nous avons connue avec l'AFDEL et des illusions 10-15 ans après. Donc on essaie de renouveler un nouveau discours qui tend à... Kagame, c'est un officier de renseignement. Le renseignement, c'est quoi? Traiter l'information, soit la déformer, la désinformer, pour amener le public à quoi? À ce que vous voulez lui dire. Voilà. Donc, alors, monsieur Laurent Mutamba, et vous, l'épisode de Lumbala, vous l'avez vécu comment? Évidemment, peut-être pas comme celui qui est au fait de la chose militaire. Oui, j'en rigole simplement parce que je l'ai vécu avec beaucoup d'humour, simplement parce que je suis en politique moi-même et je sais qu'en politique, on peut faire la politique pour deux raisons. Les pays dans lesquels nous vivons, ce sont des pays de vieille démocratie où on fait la politique pour défendre des idées, voir ces idées être avancées par la force de persuasion. On a un exemple excellent dans notre pays, en Belgique. On a le cas de la NVA et avec Bart de Wever, on voit que c'est des gens qui essaient de faire avancer leurs idées, leurs thèses, même si cela dérange les autres, même si cela... Il a même refusé d'être Premier ministre pour ça. Voilà. Et au Congo, malheureusement, on constate une autre réalité, c'est qu'il y a d'une part des gens qui font la politique. Non, mais il pouvait renoncer à comment on dit, à ses idéologies, et puis il acceptait, il était Premier ministre. Hein. Voilà, et pour revenir au cas du Congo, je disais qu'on a d'une part des gens qui font la politique par conviction pour faire avancer leurs idées, pour le triomphe de leurs idées et des valeurs politiques dans lesquelles ils croient, et de notre côté, malheureusement, dans la plupart des cas, des gens qui voient la politique dans la politique un gagne-pain. Bon. Et c'est Roger Lumbala. Je ne dirais pas que c'est lui. Je me garde de mettre le moindre jugement à son sujet pour la simple raison que l'homme. Alors, je vais terminer. Fait partie de ma belle famille, donc je suis très mal placé. Voilà, une information. Voilà, oui. Alors, monsieur Nzuzi, on va terminer peut-être par là. À votre avis, quelles sont les conséquences d'une adhésion de Roger Lumbala dans le M23, que ce soit du point de vue de la psychologie congolaise, hein, comprenez quand on dit psychologie congolaise, ça dit que les gens peuvent penser, que ce soit du point de vue du M23 ou du gouvernement congolais ou même de l'opposition congolaise. Alors, le ralliement de Lumbala au M23, on connaît des précédents.
pas vis-à-vis du M23, mais vis-à-vis d'autres mouvements antérieurs. RCD, CNDP. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut clore le débat. C'est un non-événement à titre personnel et demain, comme je le crains, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, le M23 n'est pas aussi uni qu'il prétend l'être, puisqu'il y a toujours une branche militaire qui est assez velléitaire. Et là, on pourrait se retrouver avec le même exemple que le RCD Goma, qui, au lendemain de l'accord de Pretoria, a vu l'un des responsables de la branche armée, en l'occurrence Jules Moutéboussi, faire défection, puis l'année d'après, en juin 2004, avec Nkunda, prendre Bukavu. Je ferme la parenthèse. Deuxième chose, le ralliement de M. Lumbala consacre en tout cas la stratégie de congolisation du conflit telle que théorisée par l'Ouganda et le Rwanda. Et troisième chose, je crois qu'à ce niveau-là, il y a de fortes chances, si Kinshasa ne se ressaisit pas, alors quand je dis se ressaisir, ça veut dire aborder le volet externe du conflit, alors ça peut prendre n'importe quelle forme, mais il faut absolument le faire. Si ça ne se fait pas, nous aurons le Rwanda et l'Ouganda qui auront toute l'attitude à la fois pour ne pas être appelés à la table des négociations, mais surtout pour, dans l'hypothèse où Kampala accoucherait d'une souris, de susciter un autre groupe armé, parce que ça s'est vu dans le passé, pour que l'on retombe dans un nouveau cycle de violence. Voilà, on a ce qui est dit comme j'aime le dire. Merci à mes invités. Je vous retrouve certainement lors de la prochaine édition de questions-réponses. Eh bien, on l'a dit, Roger Lumbala fait partie du 1-23. Les 1-23 a dit il y a d'autres politiciens qui sont en route. À qui le prochain tour, c'est ce que l'avenir en tout cas nous réserve. Merci en tout cas de nous avoir suivis et je réitère encore mes vœux les meilleurs pour 2013 à vous tous qui nous suivez sur Télé 7 dans l'émission Questions-Réponses. Merci, comme j'ai dit, peace and love frères, ainsi soit-il.